Welcome to Lealot Podcast, a space for Jewish women to share the story behind the spark, how they encountered their inner light, nurtured it, and found the courage to let it illuminate the world. This is your space to rise, to shine, and to bring your unique light into the world. Bienvenue sur le podcast de Lealot où nous partons à la rencontre de femmes juives remarquables dont le parcours illumine ce que signifie vivre avec Emouna, profondeur et lumière. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mariacha Drey. Depuis de nombreuses années, Mariacha accompagne, conseille et inspire des femmes en quête de vérité, de croissance et de connexion profonde à la Torah. Ce qui me touche particulièrement dans son histoire, c'est la manière dont elle a su élever sa propre vie spirituelle tout en faisant de cette lumière une mission pour les autres. Guider, écouter, encourager et transmettre. Mariacha est bien plus qu'une enseignante, elle est une mentor, un modèle, une thérapeute et une véritable incarnation de la grâce et de la force de la féminité juive. Mariacha, comment vas-tu? Oh là là, je suis très gênée, t'es trop mignonne. Bonjour Esther. Je suis très heureuse de passer ce petit moment avec toi, Bezrat Hashem, et je te remercie infiniment parce que je peux seulement imaginer combien tu es occupée. Donc j'apprécie énormément que tu nous dédies de ton temps pour toutes nos lectrices et nos auditrices ici de Léa Alot. Avec grand plaisir. Maïcha, j'adore commencer ce podcast par une question qui ouvre toujours sur une jolie conversation sur une mission de vie. Alors, si ta vie était un livre, Mariacha, quel serait son titre? Ouf, ça mérite une réflexion. Peut-être, je vais m'inspirer d'un livre que j'adore. C'est un vrai livre de chevet de Viktor Frankl qui Oui, s'appelle Donner du sens à sa vie. Ben, ça serait ça le titre. j'adore. Parce que c'est devenu, ouais, c'est un mantra pour moi. Donner du sens. Aider Magnifique. les autres à donner du sens et évidemment, on est les premiers bénéficiaires. Donner du sens à notre propre vie, bien sûr. J'adore. J'adore, c'est magnifique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous raconter un peu ton histoire? Où est-ce que tu es née? Comment s'est passée ton enfance? Je suis née à Strasbourg. J'ai grandi, dans une famille, avec des parents, très complémentaires et très différents. Mon père était un enfant caché, est né avant la guerre et c'était un enfant caché. Et ma maman, est arrivée du Maroc. Juive séfarade, qui a épousé mon père, qui était un intellectuel, un survivant, qui est toujours, voilà, un homme très, connecté spirituellement, mais aussi, je dirais perché au sens noble du terme, c'est-à-dire, c'est pas un homme d'action, c'est vraiment D'accord. un penseur et ma mère est une femme d'action et donc ce sont vraiment 2 personnes très, très différentes, mes 2 parents et qui ont eu des cultures très différentes et on a grandi au milieu de ça. Heu, alors tous les 2 ont fait teshuva. Mon père et ma mère ont fait teshuva et heu et ils nous ont élevés avec un amour immense de la Torah, de l'étude, un amour, pour les textes. Mon père, c'est le la première personne qui m'a initiée au texte du Maharal de Prague et comme j'ai été longtemps fille unique, donc j'ai grandi dans une maison de garçons où le limoud était central et j'étais là, j'étais au milieu du limoud et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et je pense que j'ai grandi dans un foyer très shoatique d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on devait tout lire et tout voir et tout savoir sur la Shoah et mon père était le seul survivant, c'est le seul porteur de ce nom, Fabi Gottfarstein. Il y a pas On ne connaît personne dans le monde qui porte, ce nom-là à part mon père et donc il y avait une sorte d'impératif, non dit, tacite, une forme d'impératif, de réparation et de survie. C'est-à-dire qu'il faut survivre et il faut réparer et il faut faire revivre la Torah. Il faut faire revivre la Torah parce qu'elle a été complètement, abîmée et d'ailleurs, j'ai fait l'été dernier, ça a été la première fois qu'on a fait un voyage avec mon papa en Lituanie, il est d'origine lituanienne. On a essayé de trouver des tombes, des traces et effectivement, ce qui était marquant dans ce voyage,
c'est qu'il n'y avait plus rien. Il n'y a même pas de tombes sur lesquelles pèleriner en Lituanie. Et donc, je pense que, et je porte aussi le nom de sa grand-mère, de la grand-mère de mon père. Et donc, c'est quelque chose, je crois, qui m'a habité. Aujourd'hui où je suis plus âgée, je comprends que ça m'a habité depuis toute petite. Cette idée que je porte un nom, un prénom, Mariacha, qui n'existe quasiment que sur le site Yad Vashem. C'est Et donc, en fait, même dans le prénom qu'ils m'ont donné, ils ont voulu faire revivre ce qui était mort. Et puisque mon grand-père, qui était parti de Lituanie, n'a plus jamais revu sa mère, donc qui s'appelait Mariacha. Et donc, il y a un petit peu de tout ça dans notre histoire. Voilà. Un mélange de cultures, parce qu'il y a quand même l'aspect, le côté marocain de ma maman, qui a apporté de la vie, qui a apporté de la bonne nourriture, voilà tout ça, et le côté très intellectuel de mon père, et cette injonction de faire revivre le judaïsme et la Torah. Waouh! Donc en fait, cette mission que tu accomplis aujourd'hui, en fait, c'est comme un projet sens de ta vie, de ta naissance, qui est là depuis même avant Ouais, peut-être que tu sois né. bah, après coup, c'est ce que je me suis dit plus tard, parce que je n'aurais peut-être pas su mettre des mots quand j'ai commencé à étudier et à enseigner, j'aurais peut-être pas su mettre des mots sur tout ça, mais en avançant dans la vie et en parlant davantage avec mon père, en essayant d'avoir, c'est très récent ce voyage en Lituanie, donc à la fois on parlait de la Shoah et à la fois on n'en parlait pas. Il y avait un mélange de tabous et de dits. Et donc aujourd'hui, je me fais de plus en plus cette réflexion que nous sommes, notre génération, je suis née en 76, et notre génération, on est la génération de passage intermédiaire entre la Shoah et la renaissance du peuple juif sur sa terre. Parce que dans mon histoire, j'ai aussi mon fils qui a combattu à Gaza, qui a fait la guerre Harvot Barzel. Et souvent, je me dis ça. Je me dis, je suis la génération intermédiaire entre les cendres et l'injonction de faire revivre tout ça, et le bonheur de voir nos enfants faire leur aliyah et les voir se battre pour qu'on puisse, pour qu'Israël, pour qu'il y ait la Géoula en fait. Et la Géoula, c'est le retour du peuple juif sur sa terre. C'est c'est magnifique. C'est magnifique. Parce que c'est vrai qu'on voit, en fait, on voit quand on te connaît, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose que tu avais conscience au fur et à mesure des années. On voit combien tu œuvres, et c'est un effort constant, et avec ton mari, et avec tes enfants, pour refaire vivre, pour ne pas laisser détruire même. Parce qu'aujourd'hui, on aurait pu laisser détruire, mais même ton fils est là pour combattre. Là où peut-être les générations précédentes n'ont pas eu les moyens de combattre. Là, c'est une génération qui, au contraire, combat pour la survie de cette flamme qui est en Israël. C'est magnifique. Alors, tu grandis à Strasbourg et est-ce que donc tu as des frères qui naissent après toi? Oui, je suis la numéro 3 sur une fratrie de 7. D'accord, ok. Et tu décides d'étudier quoi à la sortie de l'école? Alors, toujours ce côté, le côté intellectuel, dans la culture du côté de mon papa, où j'ai grandi dans une maison où il y a que des livres partout. C'est-à-dire qu'il y a des murs entiers où c'est impossible de voir le mur. On ne voit que des livres, que des livres, que des livres partout, partout, des Sifrei Kodesh, mais pas que, de la philosophie, beaucoup d'histoire, beaucoup de connaissances générales. Et j'ai cru au début, quand j'ai eu mon bac, j'ai cru que pour être quelqu'un de bien, j'étais obligée de faire comme mon papa, des maths et de la philosophie. Et donc, je me suis lancée dans une licence de mathématiques. Ensuite, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique. Et en vrai, j'étais pas faite pour ça. Bon, alors, j'ai travaillé des années dans l'informatique, hein. Pendant 10 ans, j'ai travaillé dans l'informatique, mais j'ai assez rapidement compris que c'était pas ce qui m'épanouissait. C'est pas D'accord. ce qui est un peu une injonction, tu vois, tu sais, comme on a tous quand on grandit et qu'on sait pas vraiment, ce qui est normal. On sait pas quand on est jeune ce qu'on a envie de faire, ce qu'on veut faire quand on sera grand. Et j'ai travaillé quelques années dans l'informatique. Tu faisais J'étais quoi là-bas? j'étais contente. J'habitais en Israël. D'accord. J'habitais quelques années en Israël avec mon époux et j'étais contente sur le moment. Mais
quand j'ai dû revenir en France, à un moment, il a fallu qu'on revienne en France, j'ai réalisé que c'était pas ce qui m'épanouissait et j'ai compris que je voulais absolument travailler avec de l'humain. Ok. Et donc à ce moment-là, après ces 10 années d'informatique, pour le plaisir, vraiment pour le plaisir par passion, je me suis dit que je vais faire prof de codège dans un lycée. Et donc je me suis engagée là-dedans et très vite, j'ai découvert, ça a été un choc, j'ai découvert que les heures de codège, alors j'avais fait une formation de prof de codège, ça m'intéressait beaucoup d'enseigner le Chumash, et j'ai découvert que les heures de codège étaient vues par toutes ces jeunes filles comme des heures de récréation. En général, elles se mettaient du vernis à ongles, elles mettaient du mascara. Et en fait, quand je suis arrivée dans cette école, dans ce lycée, c'était une boîte à bac où les élèves réussissaient très bien le baccalauréat, la physique, la chimie. Il fallait en général qu'ils fassent médecine après ou dentaire. Et le Kodesh, ben, j'ai trouvé qu'il y avait un Chilou Lachem et que Bon. c'était vraiment, comme c'est une école de juifs, donc il faut faire de la Torah, mais il n'y avait D'accord. aucun intérêt. Et je me suis fait cette réflexion au tout début, quoi. J'étais toute débutante. Je me dis, mais en fait, toutes les autres matières qu'elles font, elles vont pas forcément les utiliser plus tard, alors que leur connaissance en Torah, donc tout ce qui les accompagnera dans leur vie, ça sera nécessaire. Bien La sûr. Emouna, elles en auront besoin tout le temps. Savoir éduquer leurs enfants, transmettre le judaïsme à leurs enfants, ben, ça va passer par toutes sortes d'étapes de la vie, de rituels, etc., quel que soit le niveau de pratique. Je ne parle pas de pratique là, je parle d'identité et de connexion. Et du coup, je me suis fixé un objectif de les passionner. Je me Wow. suis dit, elles ne peuvent pas être passionnées par un cours de physique et avoir Chumash après et que ce ne soit pas passionnant. Ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable. Et donc, pour un cours, pour une heure donnée, je préparais vraiment 5 heures ou 10 heures de préparation mais en même temps, ça m'a formée, donc c'est super, pour pouvoir vraiment susciter de l'intérêt, Exact. tu C'est vois. important. Là Et encore, tu vois, tu dis passionné. Passionné, c'est là encore un vocable qui touche à la flamme. Ok, c'est raviver la flamme en elle. Ne pas la laisser s'éteindre, parce que quand on ne ouais, s'intéresse pas c'est ça. au Kodesh, qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, tu n'es pas dans le projet sens de réparer et de reconstruire, d'être sûr de porter cette flamme du judaïsme dans les générations qui arrivent. Donc, en fait, tu t'engages à trouver la solution pour, en anglais, on dit ignite the flame, Ouais, pour attiser le feu, en fait. Attiser le feu à exactement. C'est l'intérieur d'eux. exactement ça. Je voulais allumer une flamme. Je voulais les interpeller. Je voulais qu'elles sentent que les questions existentielles qu'elles ont, parce qu'elles en ont, évidemment qu'elles en ont, eh bien, je voulais qu'elles sachent que dans la Torah, elles auront des réponses à ces questions existentielles. Et, 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 Et c'est- et c'était une première fois, Mariacha, parce que c'était pas courant. C'était il y a combien de temps? Il y a 16 ans? il y a 18 ans. 18 ans. Ma première année, c'était il y a 18 ans. Ouais. C'était très nouveau. C'était pas une approche qui était courante en Ah France. non, Enfin, effectivement, en France, c'était même pas au Japon. courant et je pense même pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui ce soit courant parce que malheureusement en France, pour être bon, ça s'est un petit peu amélioré certainement, mais ça reste vrai que les programmes de codège dans les écoles juives ou de juifs, sont redondants. D'accord. Il y a pas tellement d'évolution. Tu étudies, Rosh Hashanah, en classe de sixième, de cinquième, de quatrième, de troisième. Et je vois pas émerger un programme intellectuel pertinent, qui vienne saisir la pensée des élèves, et encore moins qui les rende acteurs. C'est-à-dire Ouais. qu'elles étaient très passives, les élèves en classe, alors qu'on sait aujourd'hui, on ne peut apprendre que quand on est actif. Donc il faut les interpeller et les rendre ambassadeurs, nos élèves. Il faut qu'ils soient dans l'action. Et donc voilà, c'était ça mon objectif. Alors ça remonte c'était nouveau, parce que c'est avant les réseaux sociaux et tout ça. Il y a 18 ans, 17 ans, 16 ans, j'avais organisé, le 1er mai c'était férié, 1er mai, 8 mai, et je me rappelle, j'avais organisé chez moi, je les ai invités chez moi, parce que c'était hors de l'école. On avait fait venir des relookers,
avec maquillage, brushing, etc. Et on avait organisé des shootings photos en tenue de sniout pour les faire aimer. Parce qu'il y a 17 ans, il n'y avait rien de plus archaïque et poussiéreux que d'utiliser le mot de sniout. Newt, complètement. Et donc, je C'est voulais une qu'elles aient grand-mère. un souvenir d'une journée sympa. Et elles ont fait un book de photos après, ces élèves-là. C'est Et extraordinaire. j'aurais aimé démocratiser ce que j'ai fait, mais je suis pas restée très longtemps professeure. Très vite, rapidement, mes anciennes terminales sont passées à l'université et ont été demandeuses de cours pendant la pause de midi. Et alors à ce moment-là, il y a eu toute une période de 4-5 ans, peut-être plus, où j'étais chaque midi de la semaine dans une autre université. Donc Garancière, Sorbonne, Tolbiac, Dauphine, vraiment, je crois que j'ai fait toutes les Au universités. sein de l'université, c'est-à-dire que Alors, l'université a accepté ou... non, c'est pas en accord avec l'université, mais ils avaient souvent un local juif de l'UEJF. Oui, c'est vrai. Et du Oui, coup, pareil. on commandait des pizzas et en mangeant les pizzas, pendant leur pause midi, on parlait de Torah. Et ça a été génial parce que ça a créé des liens très, 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 très forts. J'imagine. Donc vraiment, ah bah, alors évidemment après, ben, l'étape évidente d'après, ça a été de les préparer au mariage, ces jeunes filles. Donc en fait, je les ai un peu suivies comme ça. Donc j'étais madrichat de Kala, bien sûr. Et, euh, et donc, voilà, ça a fabriqué tout une sorte de mouvement, de groupe, comme ça. Et puis après, alors il y a quelque chose de très émouvant, c'est quand elles ont demandé euh, à ce que les cours aient lieu aussi le soir. Pourquoi? Pour qu'elles puissent amener leur maman en cours. Ah, Et là, on a eu la naissance d'un projet mère-fille. ça, c'est Et incroyable. je me rappelle du jour où il y a eu la première mère-fille-mamie, où il y avait les 3 générations. Et je me suis dit, voilà, c'est ça en fait la transmission. Et j'ai eu l'impression de vivre, tu sais, la prophétie qui est écrite dans Malachi, je crois, Veheshiv lev avot al banim, velev banim al avotam, que arrivera ce jour où les enfants prendront par la main les parents et les amèneront à un cours de Torah, où encore j'ai eu vraiment tellement d'émotions quand des calottes racontaient les cours de mariage de Mikvé à leur maman et Ah, demandaient, et les mamans disaient, mais tu sais, je ne savais pas tout ça, je ne l'ai jamais su, est-ce que moi aussi je peux aller au Mikvé? Et alors il y a eu des trucs exceptionnels, des calottes qui demandaient à ce que leur maman se trempe aussi, fasse un dernier Mikvé de émouvant. réparation. Là, on voit qu'en fait, au lieu de juste apporter ta flamme et allumer une bougie avec ta flamme, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu approches ta lumière à toi d'elle, et d'elle s'élève cette lumière de manière tellement passionnée qu'en fait, maintenant, elle peut aller allumer d'autres lumières autour d'elle. En fait, c'est ça. C'est extraordinaire. Et je trouve que c'est ça ça doit être ça notre objectif quand on enseigne, quand on a un rôle quelconque dans une communauté de leadership, ça doit toujours être d'enseigner de telle sorte que nos élèves soient des enseignants, Exact. En anglais, il y a un mot qui se puissent dit continuer. power. To empower, c'est Ah en ouais, c'est anglais, ça, c'est exactement. de donner le pouvoir à l'autre de, Exact. de reproduire ce que tu lui as dit. Voilà. Et en Et, fait, le Rabbi Milubavitch, il disait qu'on est tous des leaders. En fait, on est tous des leaders de communauté puisque et oui, en fait, c'est lui qui a initié en vrai ce mouvement dans le monde. Et je me suis toujours demandé pourquoi j'étais pas née dans une maison Chabad, parce qu'en fait, j'ai une âme complètement Chabad. Et pas que moi, j'ai des frères aussi qui sont très actifs dans la communauté. Et bah, c'est comme un besoin impérieux et tu sais, tu disais tout à l'heure, ma flamme allume. Moi, je vais te dire autre chose. Moi, je pense que les neshamot de toutes ces élèves allument ma flamme. C'est-à-dire que tu connais cette phrase, encore plus que le veau n'a besoin de téter, la vache va allaiter. Et en fait, c'est un cercle vertueux, l'allaitement. C'est-à-dire que ça produit du lait. Le fait d'allaiter produit du lait. Et en fait, il n'y a rien qui soit plus stimulant que d'être dans la rencontre de ces neshamot. Tu vois plus des visages, tu vois des neshamot.
C'est vraiment ça que tu vois. Tu vois plus l'emballage, tu vois plus l'extérieur. Tu vois une neshama et tu vois sa soif. Et ça fait des années que je me fais cette réflexion. Au début, quand on faisait du kirouv, au début, on disait, il faut recruter. La question, c'était, OK, où est-ce qu'on trouve des jeunes à ramener? Je dis, mais attendez, vous êtes passés là, ça va pas du tout, c'est has-been. En fait, t'as pas besoin de les chercher, les jeunes. Ils arrivent, ils toquent à ta porte. Et aujourd'hui, par les réseaux sociaux, ils t'envoient des messages, mais sans arrêt. Ils sont extrêmement demandeurs. Et en fait, leur demande suscite chez nous, suscite le désir d'enseigner. Je sais que par exemple, quand je m'assois pour préparer un nouveau cours, j'ai toujours, je ne peux pas te l'expliquer, mais j'ai toujours en tête un visage avec des yeux. Et je me dis, par exemple, pour elle, que je rencontre régulièrement dans mes cours, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre? Qu'est-ce qui va lui faire du bien? Et ce visage inspire mes cours, réellement. Magnifique. Voilà, il oriente, il donne une direction. C'est beau parce qu'en fait, ça nous apprend aussi, j'essaie de me dire comment est-ce qu'une auditrice peut recevoir ce message. C'est qu'en fait, d'abord, on n'a pas besoin d'être une rabbinite pour Ah, partager la lumière de la Torah. complètement. On peut partager quand on reçoit. En fait, on a la capacité maintenant d'être à son tour mashpia et de donner à l'autre. Donc, d'aller délivrer à sa mère, à sa grand-mère, à ses enfants, à la table de Shabbat, ce qui nous a allumés, ce qui nous a illuminés. La dynamique de être un récipient, recevoir et donner, c'est vraiment quelque chose qui va développer la vie, qui va faire que la lumière elle va se répandre. Ah, complètement. C'est un mouvement de va-et-vient permanent. Permanent, ce que je reçois de mes élèves et de mes enseignants, bien évidemment aussi, et inversement dans les deux sens. Dans les deux sens. Et ça suscite une curiosité permanente, un désir d'apprendre, de s'améliorer, voilà. Et j'ai toujours cet objectif quand j'enseigne, de me dire, il faut que mes élèves trouvent leurs ressources. Il faut qu'elles découvrent leurs talents. Pendant des années, on nous a parlé de nos défauts. Mhm. Travaille ton défaut. Je me suis dit, mais on s'en fiche des défauts. Sauf s'ils impactent notre entourage. Là, il faut s'en occuper. Mais en fait, tu dois trouver ce qu'on appelle tes roscotes, ça veut dire tes endroits razak, tes talents, ta force. On a tous des talents. Notre histoire, elle a commencé par l'Ech Lecha. Un L'Ech Lecha Avram. Va vers toi-même. Donc, va à la rencontre de toi-même. Découvre qui tu es. Comment je fais pour découvrir qui je suis? En te posant ces questions-là. Sois à l'écoute de tes propres questions. Et ensuite, tu vas trouver à l'intérieur de toi des ressources, des forces, des talents, des particularités. Fais ce qui te fait du bien. Quelqu'un qui est malheureux au travail ne doit pas rester dans ce travail, je pense. Parce qu'on a vraiment des qualités qu'on doit développer. Moi, j'étais pas malheureuse dans mon travail d'avant, mais je voyais que c'était pas épanouissant. Et du moment où j'ai eu ce contact humain et cette rencontre, et puis d'ailleurs par la suite, j'ai fait des études de thérapeute, comme tu l'as dit, et ça aussi, c'est la rencontre avec mes élèves parce que elles avaient des questions profondes, fondamentales à la fin des cours, et je me sentais pas légitime pour répondre quand il s'agissait de thérapie. Et donc, je suis allée apprendre. Et là, le rêve, le bonheur, ça a été de comprendre la thérapie, de comprendre l'humain grâce à mon étude de la Torah. Mais tu sais quoi, surtout aussi, de comprendre mieux la Torah grâce à ta compréhension de l'humain. Tu vois, c'est dans les deux sens. Et donc, une double rencontre. C'est une rencontre avec la Torah, une rencontre avec l'humain. C'est extrêmement intéressant de voir qu'en fait aussi, tu t'es pas focalisé uniquement sur le travail que tu faisais à ce moment-là, qui était une réussite, parce que réellement, beaucoup, beaucoup de femmes sont venues à tes cours et continuent, bien évidemment. C'est essentiel, ça continue à se développer. C'est ton organisation. Tu as énormément de femmes qui viennent à tes cours, qui demandent tes conseils, qui te demandent de les aider dans leur couple, dans leur vie, etc., dans leur choix. Mais avec ça, tu as su quand même à chaque fois rester humble dans le sens où tu te disais, OK, elles ont ce besoin-là, je vais prendre en compte leurs besoins et moi aller me remplir pour pouvoir C'est les... fondamental.
C'est fondamental et d'ailleurs, voilà, je suis très reconnaissante au Rav Frankfurter de Miami, que qui avec qui j'ai appris la chassidoute. Tu sais, j'ai pas grandi dans une maison, un foyer Chabad et donc j'ai surtout eu accès à la Torah une Torah du Moussar, Mmh. qui est plus portée sur la discipline et que sur le chesed, le et la capacité justement à être mashpia, à diffuser. Et quand j'ai découvert le Tanya avec le Rav Frankfurter et que j'ai compris ce qu'il y avait dans la chassidoute, vraiment mon cerveau s'est ouvert. C'est-à-dire que je ne pouvais plus me suffire de ce que je connaissais. J'ai eu une curiosité comme ça d'aller chercher, d'aller grappiller, d'aller connaître. Je me suis dit, mais il y a tellement de taurotes extraordinaires. Et d'ailleurs, ça m'a aussi aidé à me dire que tout à l'heure, je te parlais d'intersection entre la génération de la Shoah et la génération de la Géoula. Et bien, je pense que notre rôle dans cette intersection, c'est aussi de recréer l'unité. Ça, on sait que la Géoula, elle va venir quand on sera Echad, quand de nouveau les 12 tribus d'Israël seront Echad. Et eh bien, en tant que lituanienne, disons, de naissance, aller chercher dans la chassidoute. Oui. Et deuxième chose, aller chercher dans la Torah de Rav Kook. C'est les deux endroits où je suis allée chercher autre chose par rapport à ce que j'avais de mon enfance, dont je suis extrêmement reconnaissante et loyale à tout cela. Mais je me suis dit, voilà, et arrivé peut-être le moment de créer une Torah globale, une Torah de Am Israël, de Eretz Israël et de Torah Israël. Et donc, d'aller chercher dans la Torah du Rav Kook, dans la Torah de la Chassidoute, et de créer des ponts et des liens, et peut-être, si seulement on arrivait à transmettre ce message, qu'on n'a pas besoin de choisir un camp, qu'on peut être tout ça. Récemment, je me suis dit, Hachem nous a envoyé au XXe siècle 3 géants. Il a envoyé le rabbi de Lubavitch, qui s'est occupé de Ham Israël là où il est. On connaît tous cette phrase, ils marchaient même, les nazis sont allés les chercher au fin fond du monde, moi aussi j'irai les chercher au fin fond du monde pour les ramener. Qui s'est occupé du Ham Israël, du Klal Israël. On a eu le Chazonish, qui est un géant de la Torah et qui s'est occupé de faire renaître la Torah après la Shoah, où il restait si peu de choses, il a fait revivre les yeshivot. Et ça, voilà, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de yeshivot en Israël. Même avant la Shoah, on a un nombre de Bachouri yeshivot extraordinaire. Et puis, il y a eu Rav Kook. Il y a eu le Rav Kook qui est venu ramener Eretz Israël au centre de notre pensée. Et je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, mais en fait, voilà, Hachem nous a envoyé trois géants et on a besoin des trois. On a besoin des trois pour être complet, pour être total. Et j'essaye dans mes cours, peut-être ceux qui m'écoutent, peut-être ont du mal à me cerner, parce que j'amène le rabbi tellement. J'amène la Torah que j'ai apprise du Maharal et de voilà et du Chazonish, etc. Et évidemment la Torah des Oroth du Rav Kook. Et, et faire ce chilouv là, on peut se dire à un moment, mais comment est-ce qu'on va le faire? Est-ce que vraiment on peut le faire? Et moi je crois que c'est maintenant. La génération de nos enfants, maintenant, ils sont capables. Ça y est, ils sont capables. Ils sont capables d'avoir un vrai ancrage sur Eretz Israël, un ancrage sur Am Israël, de plus vivre une Torah un petit peu personnelle, privée, ma Torah, mon kollel, mon Beth Midrash, voilà, mon lien avec Hachem. Non, ton lien avec Hachem, il est total que si tu as un lien avec les autres. Tu peux pas développer ton lien avec Hachem si t'as pas un lien avec Am Israël, c'est pas possible. Et donc voilà, et tout ça, bien sûr, pour arriver à destination en Eretz Israël. Maintenant, je suis de plus en plus orientée vers ça. Donc je grappille et j'espère tellement arriver à créer des cours qui sont clalis. Il y a un petit peu de tout ça. Voilà, Où tu où tu inclus tout le monde, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a inclusif. vraiment besoin de cette ardoute. Et c'est ce qu'on essaye de faire également à Léa Alot, au centre de Torah. C'est pas un centre Chabad. Moi, je suis pas Chabad, je suis marocaine, algérienne et tunisienne d'origine, mais j'ai fait teshuva marocaine. Et je travaille pour les organisations du Rabbi depuis des années. Et la chassidoute
a eu le même impact sur moi que sur toi. Il m'a ouvert l'esprit sur une manière de voir le monde tellement différente. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce dont on a besoin, c'est de se sentir faire partie de Am Israël. Et je pense que vraiment, c'est le moment où on a besoin de sentir que peu importe que tu viennes, que tu sois bourkharienne, que tu sois lituanienne, que tu sois marocaine, tunisienne, qu'est-ce qu'on s'en fiche? On est tous un. Et depuis le 7 octobre, il y a ce sentiment qu'on est ensemble. Ce qui est le plus important, c'est qu'on est un peuple. Même si, bon, il y a encore des choses à travailler à droite et à gauche, mais le fait que tu puisses diffuser cette Torah qui soit universelle au peuple juif, c'est quelque chose d'exceptionnel, vraiment. Et je pense que ça ramène les femmes en se disant, ben, en fait, s'il n'y a pas tellement de compartimentation, alors c'est que je fais partie de ça moi aussi. de Moi ce aussi, j'ai groupe. ma place. Ouais, c'est ça. Je me dis toujours que si dans mes cours, à un moment, je vois qu'il y a qu'une partie, qu'il y a que, c'est que je me suis trompée. C'est-à-dire que je veux dans un cours, le même cours, je veux pouvoir parler à une femme extrêmement pratiquante, Kharedite, et je veux pouvoir parler à quelqu'un qui vit son premier cours de Torah. Et je veux pouvoir parler à quelqu'un qui a grandi Chabad, et je veux pouvoir parler à quelqu'un qui quitte pas Eretz Israël, par exemple, tellement il est attaché à Eretz Israël. Et il faut que ce soit possible. Il faut que ce soit possible, sinon ça veut dire que notre enseignement n'est pas assez inclusif, n'est pas assez global. Et voilà, bien sûr qu'on peut appuyer sur certains points euh, en fonction du cours qu'on donne, mais globalement, voilà, là je m'apprête à repartir en Israël avec un groupe, et dans ce groupe, il y aura un mélange de filles qui vont vivre leur premier shiurim et d'autres filles qui sortent de Bon, séminaires prestigieux. Et c'est super comme ça. c'est très beau comme ça. C'est très beau. Mariacha, j'ai envie de te demander si tu devais donner un message à une femme, voilà. Il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Si tu devais lui adresser un message personnel, comment est-ce que aujourd'hui elle peut répondre à sa soif de découvrir la Torah? Comment est-ce qu'elle peut être finalement là où Hachem l'attend? Quel est le rôle de la femme juive aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle peut atteindre ce rôle pour elle? Alors, je lui aurais dit, je me serais concentrée sur deux mots. Shema Israël. Écoute. Je lui aurais dit écoute. Tu as une oreille interne qui entend une voix. Et je fais exprès de dire Shema et pas regarde. Parce on vit à l'époque d'Insta, du regard, de la photo, de l'immédiateté. Je dois prendre en photo ce que je mange. Enfin, pas moi, mais nos enfants, ils voient ça. Comme si, voilà, cette importance du regard. Et du coup, le regard euh, est bloquant. Parce que euh, c'est-à-dire que le risque, c'est d'être un peu trop influencé par ce que ça dit de moi et pas assez par cette voix-là. Et moi, je suis certaine qu'il y a une voix qu'elles peuvent entendre, de quelque chose à l'intérieur d'elles. C'est une voix entre elles et elles-mêmes qu'elles Mhm. n'ont besoin de partager avec personne, si ce n'est peut-être dans un petit carnet. Moi, je pense que il faut rester à cette époque-là, des feuilles et des stylos, écrire, pas sur le portable, écrire. Écrire tes questions, écrire tes émotions. Écoute ton émotion, écoute ton corps. Tu sais, je fais aussi de l'hypnose, je suis hypnothérapeute et je pense que le corps, tu sais, les prophètes, les Névi'im, ils prophétisaient, c'est-à-dire qu'ils avaient un lien avec Akadosh Baruch Hu à travers leurs sens, à travers les sens. C'était pas l'intellect, c'était le sens. Et je pense qu'il faut revenir au sens, au, au sens corporel. Et donc, qu'elles soient à l'écoute de ce qu'elles ressentent, de leurs émotions, de sortir du dictat, de sortir de ce qui est attendu, d'écouter cette voix intérieure et d'aller là où elles sont bien. On sait, on sait là où on est bien. S'autoriser, en fait à s'écouter parce que pour beaucoup, on s'autorise pas. On se dit est-ce que j'ai le droit de, je ne mérite pas de, qui je Voilà, suis pour. exactement. Ben, en fait, la légitimité, elle vient
de cet endroit dans lequel elles sont alignées, la personne est alignée avec elle-même. Mais pour ça, ce qui est le plus important, c'est d'écouter. Tu sais, la pire chose que le monde moderne ait inventé, c'est on a inventé des nuits bruyantes. Ah, Des nuits bruyantes avec de la lumière et du bruit et de l'action. Pendant des milliers d'années, la nuit était calme. Et la nuit était là pour nous permettre d'entendre quelque chose à l'intérieur de nous. Et il faut retrouver ça, il faut retrouver cet endroit-là où, où tu es en toi, connecté à toi, et tu écoutes cet endroit qui est bon pour toi. Et vas-y, 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 n'aie pas peur. Vas-y et va chercher à l'intérieur de toi, tu as des ressources, tu as des talents, tu as un art, tu as une sensibilité que d'autres n'ont pas, que d'autres n'ont pas. Et tu dois aller prendre ce talent, prendre cette force et l'utiliser à l'extérieur et pouvoir en faire bénéficier. On a besoin de ta lumière. Et pour qu'il y ait cette lumière, Shema Israël, écoute. Écoute Israël, écoute ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est ça que je leur dirais. regarde, c'est Israël. À l'intérieur, elle a cette Neshama Théora qui la guide en fait vers ce qu'Hachem attend d'elle. C'est ça? C'est cette C'est voix? c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est on dit dans le Tanya, Chelek Elokam Imal. Cette partie d'Hachem là, mais on peut aussi, malheureusement, on peut aussi faire tourner le variateur vers off. Et Mhm. elle est là, mais je l'écoute pas. Elle J'ai pas envie d'être. elle écoute. Parce qu'en réalité, tout autour de nous est bruyant et visuellement t'accapare Exactement. Tes sens. c'est très difficile de se Voilà. reconnecter à ses sens. Euh, Mhm. Il y a certaines femmes qui pratiquent une forme de méditation ou pour se reconnecter à leur sens, même de faire un scanner de leur intellectuel, quoi, de leur sens. Par exemple, se dire, OK, je vais me focaliser sur ce que mon petit doigt de pied droit ressent. Parce qu'en temps normal, je ne sais pas ce qu'il ressent, sauf si j'ai mal. Mais Ouais. s'il me fait pas mal le petit doigt. Donc en fait, essayer de se reconnecter vraiment à soi-même. Donc prendre un peu de temps pour soi, Ah de ouais. manière à mieux savoir qui je suis, Mhm. à mieux me connaître. Complètement, je pense que c'est excellent les exercices de méditation sont excellents. C'est finalement des exercices d'auto-hypnose, en fait. Et, et, et la tfila, même pour ceux qui ne sont pas habitués à ce qu'est la tfila, ils ne savent pas comment prier, vraiment de prendre un temps de prière, pas dans le sidour, pour ceux qui ne connaissent pas. Un Mhm. temps de prière, ça veut dire un temps pour parler à Hachem, à l'intérieur de toi, dans ta langue, en entendant tes mots, pour intérioriser la présence d'Hachem, pour intérioriser ce lien, pas seulement sa présence, le fait que je suis importante pour Hachem et qui se tourne vers moi. Et donc, de développer ça, c'est extraordinaire qu'on ait un livre, un sidour, et que Hanché Knesset Agdola nous ont appris à prier. Mais attention de ne pas rester coincé dans le sidour aussi. Quand on comprend les mots, eh ben, c'est encore mieux. Donc on peut aller, et le sidour c'est une autoroute. Mais sinon, et même quand on a le sidour, C'est ça, toujours on peut avoir un aller temps, plus. toujours avoir un temps de prière, d'expression libre de prière. Et pour celles qui ne savent pas prier, mais vous êtes légitime pour prier. Mais tout le monde est légitime pour prier. Des fois, j'ai des élèves qui se croient illégitimes. C'est ça. Et non. Quel que soit l'endroit où on se trouve, on peut avoir une connexion avec Hachem très facilement, finalement, juste en communiquant. Et en plus, aujourd'hui, avec les petits appareils qu'on met dans les oreilles, qui fait qu'on peut parler n'importe quand, n'importe où, et personne ne nous prend pour un fou. Donc, on peut, Exactement. dans n'importe quelle situation, parler Exact. avec Hachem, déverser son cœur. Rabbi Nachman Mibresev, il disait que c'est important d'être à l'extérieur pour Mmh. faire cette expérience de Hitbod et doute. Parce que souvent, quand on se sent comme ça sous les étoiles, ou face à la mer, ou face à la montagne, on ressent la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. L'infini, l'infini. Et en réalité, on se souvient que nos grands-mères, elles étaient dans leur cuisine et en faisant chaque petite boulette pour préparer Shabbat ou le gefilte fish, peu importe, elles étaient quand même en train de parler. Elles parlaient avec Akadosh Baruch Hu. Et c'était naturel à l'époque.
Alors, c'est bien de savoir que on n'a pas besoin d'être une femme religieuse pour avoir une communication avec Hachem. Et, Sûr. et Hachem, il nous attend, il nous entend et on a de la place pour lui comme n'importe quel parent pour ses enfants. Ah, évidemment. À développer plus, sans arrêt. Bien sûr. Bien sûr, on a besoin des tfilotes de toutes ces femmes. Elles amènent, on n'oublie pas que c'est écrit comme ça, elles amènent la Géoula et vraiment elles l'amènent. Donc c'est extraordinaire ce que tu fais, Esther, de t'adresser à toutes ces femmes et ce Beth Midrash dont tu m'as parlé, parce que chacune sache qu'elle a sa part dans la Géoula, sa part réelle. Et étant donné que la nature féminine est beaucoup plus participative, c'est-à-dire que notre nature est moins concurrentielle et plus participative, donc on va avoir une tendance quand on sait, quand on arrive à développer ce féminin à l'intérieur de nous, bien sûr qu'on peut développer la force masculine en nous, mais si on arrive à développer, je pense que on doit, c'est-à-dire il y a eu la révolution féminine où on a développé notre côté carriériste, ok, super, you did it, très bien. Maintenant, il est temps de se réapproprier notre part féminine, c'est-à-dire participative, inclusive, de ne pas être dans la concurrence et de vouloir toutes les initiatives, les autres initiatives qui sont faites, qui grandissent le nom d'Hachem, de vouloir tout faire pour qu'elles réussissent, quelle que soit la personne qui porte cette initiative. Donc je crois que c'est là la particularité féminine dans la Géoula, c'est que on va se tenir les coudes les unes les autres. Moi je vois ça dans les mouvements de Kirouv féminins, quand on n'est pas impacté par le problème concurrentiel masculin, il y a un vrai, ce qu'on appelle en hébreu un firgoun, et un désir de voir émerger toutes émerger toutes les nouvelles, les nouveaux projets et, et de s'aider les unes les autres. J'adore voir ça, j'adore voir les groupes féminins où chacune envoie une aide à l'autre et on veut que ça ait lieu en fait. On veut pas que moi je le fasse. On veut que ça ait lieu. Et ça, je trouve que c'est un ingrédient de Géoula. Pour qu'on arrive à voir le futur. Il doit naître quelque chose. Exactement. On est Très là grande pour force aider, féminine. aider à donner vie, que ça vienne à travers nous ou à travers l'autre. Faire cet espace pour que la vie existe et fleurisse. En te le disant, je me fais un ridouche que je me suis jamais fait dans ma tête. Dans Shemot sur les... C'est nouveau, ouais, mais il faut, à développer là. C'est une idée qui me vient maintenant à développer. Chifra et poids, les Meyaldot, où on dit tellement qu'elles ont activé la Géoula. Et en fait, être Meyalédet, c'est quoi? C'est vouloir que l'autre fasse naître quelque chose. Exactement. C'est pas vouloir soi-même accoucher. Être Meyalédet, c'est vouloir qu'existe une graine qui pousse. Et en tant qu'Adam, où Adam vient de Adama, ça veut dire que dans le Adam, il y a plein de graines. Et en fait, quand, quand on a voilà, des élèves, il faut voir des graines et imaginer la forêt qui va pousser. Et dans cette forêt qui va pousser, vont émerger les nouvelles femmes qui vont elles aussi avoir un impact. Et bien, il faut être dettes de toutes ces personnes-là autour de nous pour que l'impact se multiplie, se multiplie, se multiplie. Parce que, hum, parce que quand on est à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Beaucoup, beaucoup plus loin. Quand on est seul, on va peut-être plus vite, mais quand on est à plusieurs, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est quoi le loin? C'est la Géoula. On garde en tête la Géoula, toujours, toujours la Géoula. C'est important que chaque femme qui nous écoute et qui se dit, mais c'est quoi la Géoula? C'est quoi cette délivrance dont on parle? C'est quelque chose dont elles font partie de ce projet. Chacune d'entre nous, on n'a pas besoin d'être rabbinite, on n'a pas besoin d'être leader de communauté, on n'a pas besoin d'être une politicienne. Là où Hachem il nous a mis, c'est que vraiment, on a une action à faire à cet endroit-là, que tu sois esthéticienne dans le Val-de-Marne ou que tu sois je ne sais quoi en Amérique latine, là où Hachem il t'a placé, c'est qu'il avait besoin que toi, tu élèves quelque chose. Absolument, Cette place-là. absolument. Et c'est une particularité de cette génération. J'ai mis du temps à l'entendre, à l'accepter. Et aujourd'hui, c'est un peu plus abouti dans ma tête. Cette génération donc d'Instagrammeuses
et d'influenceuses où, au début, quand je voyais ce qui se faisait, je me suis dit, mais est-ce qu'on a le droit de réduire l'infini des divrei Torah? La puissance des divrei Torah, c'est des olamot elyonim, des mondes supérieurs, et on les réduit à, entre guillemets, une influenceuse qui va dire un mot un peu banal dessus, et tu vois qu'elle est suivie par des milliers de personnes qui vont avancer. À la fin, il y aura un maasé, il y aura une mitzvah. Et j'ai mis du temps à comprendre que notre génération, c'est une génération qui prend des éléments très, 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 très hauts et qui les connecte très bas au sens, là je dis au sens noble du terme, qui les connecte, tu sais, ça s'appelle Itore Ruta Diltata, le réveil des mondes inférieurs, et, et que, en fait, la Géoula, elle doit passer par cette vulgarisation. C'est un peu ce qu'a fait la Chassidoute au tout début, et maintenant on le fait à l'infini, de rendre accessible, de rendre à portée de main. C'est aussi, tu sais, ce qu'ont fait les otages qui sortent et qui, Derech Emouna Bacharti, j'ai choisi ce chemin de la Emouna, où tous les otages ont des divrés, ont des paroles d'immense kedusha et de lien avec Hachem, eux qui ont vécu vraiment l'horreur, c'est eux aujourd'hui qui sont porteurs de ce message d'Emouna accessible. Et je comprends que dans le processus de Géoula, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que moi, ma façon d'enseigner, ben, je suis une minus par rapport à ceux qui m'ont enseigné et aux générations d'avant encore plus. Ça veut dire, ce que j'enseigne est ridicule par rapport à la grandeur de ce que eux enseignent, et que en fait ça continue comme ça, mais il faut que ce soit des personnes plus petites qui rendent accessible la Torah pour justement que Klal Israël, que tout Klal Israël profite de la Torah. Parce que c'est comme des ponts en réalité. Et les ponts se raccourcissent en allant davantage vers l'autre et permettent le passage, permettent la venue en réalité, qui ne serait pas possible avec un grand de la Torah. Ça va être plus accessible par cette influenceuse qui me ressemble, qui parle mon langage, qui finalement me permet et qui vient là où je suis. Et qui du coup me permet d'accéder à ça et de faire un pas vers ça. Et après, bien évidemment, bah, de grandir et d'être capable d'aller sur le grand pont. Mais en un sens, c'est un passage. C'est un passage. Ouais. Et moi, je vois quelque chose qui est de l'ordre de la Géoula là-dedans, dans ce phénomène-là. Cette capacité à ramener quelque chose qui est intense, 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 dans des kélim, ici en bas, quoi, dans quelque chose d'accessible. Et voilà, le fait qu'on puisse se parler à des milliers de kilomètres et qu'ensuite ce soit diffusé à plein de personnes. Bon, le rabbi était visionnaire. Quand est sorti la télé, tout de suite il s'est dit, mais avec cet outil, on va faire plein de kirouv. Donc voilà, c'est de vraiment de pouvoir utiliser l'esprit du temps de l'époque au service de la Géoula et de la Tchouva. Mariacha, merci infiniment pour ta lumière, d'avoir partagé ton parcours avec nous, de nous avoir donné envie à notre tour d'être un petit pont pour les personnes qui sont autour de nous, puisque si Hachem nous a placés dans ce clan d'amis, dans cette famille avec ses enfants, ce mari, c'est parce que ben, on a un petit rôle à jouer là-dedans et que c'est un rôle très important. Et vraiment, c'était très instructif, passionnant. Et tu as ravivé la flamme en moi et j'en suis sûre à toutes les auditrices qui nous écoutent aujourd'hui. Merci beaucoup, Mariacha. Adorable, t'es adorable Esther, bravo pour tout ce que tu fais, bravo pour cette diffusion et que chacune qui a ressenti quelque chose, une ressource, un talent, une force, qu'elle aille la puiser, l'amplifier et en faire bénéficier le monde autour d'elle.